Est-ce que Ho Chi Minh, ou plus exactement Nguyen Ai Quoc, ou je ne sais pas comment l'appeler, appartenait à cette jeune génération qui se posait des questions, qui se disait mais comment faire? Tous les mouvements ont échoué. Quel a été son chemin? Il s'est posé cette question, je crois que avant les autres, étant déjà très jeune. Comment s'appelait-il? Il s'appelait Nguyen Tet Thanh. Mais peu nous importe les différents noms qu'il a pris au cours de sa vie clandestine. Le fait important, c'est qu'il a pris conscience de l'impasse bien avant les autres. Donc il était parti avant les autres à la recherche d'une nouvelle voie, d'une nouvelle solution. Alors que les autres partaient pour le Japon, pensant à une aide aussi japonaise, lui, il était parti vers la France, vers le monde occidental, pour voir sur place comment était l'ennemi, comment agissait l'ennemi, de quoi était fait l'ennemi principal. Il avait quel âge à l'époque? Il avait 20 ans à peu près. Donc il s'était engagé sur un bateau comme aide cuisinier, il était parti, il a fait tous les ports, il était en France, il était à Londres, il était en Amérique, il était un peu dans tous les pays, mais il s'était fixé après à Paris. Et c'est à Paris qu'il a fait la rencontre essentiellement de la classe ouvrière française, du Parti socialiste français à l'époque, mais aussi de toute la gauche française. Il assistait par exemple à toutes les réunions du Club du Faubourg. Madame, avant de vous remercier très sincèrement, permettez-moi de vous résumer en 2 mots le livre très intéressant que vous avez eu la bonté de me prêter. Les 2 mots sont « Je veux ». Et la première révélation qu'il a eue, c'est qu'en France, il y a des gens de progrès. Il n'y a pas que des capitalistes, des colonialistes. Il y a des gens qui pouvaient prendre parti aussi pour le peuple vietnamien. Et il y a des ouvriers français qui sont exploités aussi par le capitalisme français. Et c'est là qu'il a pris cette image, le capitalisme est comme une pieuvre qui a 2 ventouses, une ventouse qui suce le sang du prolétariat français et l'autre qui suce le sang du peuple vietnamien et des peuples coloniaux en général. Et il faut couper les 2 ventouses à la fois. Si on en laisse une, elle repoussera, l'autre repoussera. Cette solidarité entre la classe ouvrière française et les peuples coloniaux, il a découvert, pour ainsi dire, pratiquement, avant d'aborder la théorie. Mais à un moment donné, au moment crucial, c'est au moment de la Révolution d'octobre, en 17, la question principale qui se posait dans le Parti socialiste français à l'époque, est-ce qu'on était pour ou contre la Révolution d'octobre 17? C'est-à-dire, est-ce qu'on était pour la 3e ou la Seconde internationale? Et c'était la question qui s'était posée au congrès de Tours. Et lui, il a dit que ce qui lui importait à l'époque, c'était pas la 2e internationale, le 2e internationale et demi ou 3e, ce qui lui importait, mais quelle est l'internationale? Il prenait parti pour les peuples coloniaux. Camarades, j'aurais voulu venir aujourd'hui collaborer avec vous à l'œuvre de révolution mondiale. Mais c'est avec la plus grande tristesse et la plus profonde désolation que je viens aujourd'hui, comme socialiste, protester contre les crimes abominables commis dans mon pays d'origine. Plus nombreuses que les écoles, les prisons sont toujours ouvertes et effroyablement peuplées. Tout indigène réputé avoir des idées socialistes est enfermé et parfois mis à mort sans jugement. C'est la justice dite indo-chinoise. Dire que ce pays, peuplé de plus de 20 millions d'exploités, est prêt aujourd'hui à une bonne révolution est faux. Mais dire qu'il ne la désire pas et est content du régime, comme prétendent nos maîtres, serait plus faux encore. Empoisonné moralement et physiquement, par l'opium, l'alcool, etc. On pourrait croire que ce troupeau humain est pour toujours destiné à l'autel du bon Dieu capitaliste, qu'il ne vit plus, qu'il ne pense plus, et ne sert à rien dans la transformation sociale. Non. L'Indo-Chinois n'est pas mort. Il vit encore, il vit toujours. Sous le masque d'une docilité passive, il cache quelque chose qui bouillonne, qui gronde, et qui, le moment venu,
explosera formidablement. C'était d'abord la révolution d'octobre et ensuite la lecture des thèses de Lénine qui avait